Voilà, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit donc à la fin du plateau de l'hebdo des éditos, c'est celui justement du duel qui s'installe chez vous pour le compte de cette émission dimanche, c'est politique, ce 6 juillet 2025. Et nous allons aujourd'hui aborder deux sujets au cœur de l'actualité nationale et ce qui nous réunit d'ailleurs autour donc de ce plateau. Premièrement, nous allons parler justement de ce processus d'audit du fichier électoral. Oui, qui fait objet de vives tensions alors que cette opération, justement, est censée garantir la transparence du processus démocratique. Oui, le comité chargé de sélectionner les experts lui-même divisé entre soupçons de partialité et critiques sur le manque de consensus. Faut-il craindre justement la crédibilité des résultats à venir? C'est une interrogation à laquelle nous allons essayer avec les invités sur ce plateau, oui, d'apporter quelques propositions de réponse. Vous l'avez aussi vu, atteinte des objectifs de développement durable, le Bénin en tête du classement mondial des pays en progrès. Quels sont donc les facteurs qui entrent justement en compte pour que nous atteignions donc ce résultat ici sur ce plateau? Nous allons en discuter. Et pour en parler, mesdames et messieurs, il y a la présence sur ce plateau de Augustin Kpedekpo Sodinou. Augustin Sodinou, il est membre du parti Union Progressiste, le Renouveau. Augustin Sodinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, les téléspectateurs de ETélé. Merci d'accepter de répondre présent à cette invitation. C'est moi, c'est un plaisir. Alors, en face de vous, nous avons donc la présence de Juste Defodi, c'est un analyste politique, et lui, justement, qui va donc opiner sur ces différentes questions annoncées dans nos propos liminaires sur ce plateau du duel de ce dimanche. Juste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Télé. Un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mesdames et messieurs, nous l'avons donc annoncé. Nous allons donc vous dire tout simplement que attendu sur ce plateau aujourd'hui, c'est bien sûr Aruna Gagnon du parti Les Démocrates, mais à la dernière minute, oui, le parti de l'invité, j'allais dire, de l'opposition a désisté tout simplement pour des raisons que nous irons ici. Donc, nous vous présentons donc toutes les excuses, puisque il est donc annoncé que c'est un opposant en face d'un mouvancier justement sur ce plateau afin d'aborder ces différentes questions comme à notre habitude chaque dimanche sur le plateau du dimanche c'est politique. Nous allons donc aborder la toute première question sur ce plateau. Aujourd'hui, audit du fichier électoral, le comité divisé sur le processus de sélection des experts. Quels résultats justement espérer de cette mission? C'est la première thématique que nous allons donc développer sur ce plateau. La première question à vous, Augustin Sodinou, cette actualité, cette information, j'allais dire, oui, justement, vous avez eu vent de ça. Si on se rappelle justement de cette initiative qui émane de l'opposition, justement, aujourd'hui, voilà ce à quoi nous assistons. Oui, je voudrais d'entrée replonger tout un chacun dans la position qui est la position de mon parti politique, voilà. L'Union Progressiste Renouveau, qui voyait et qui continue de voir cette volonté manifeste de l'opposition de vouloir auditer un fichier qui n'existe pas, de vouloir voir clair dans quelque chose qui est suffisamment clair parce que c'est des opérations d'enregistrement qui sont confiées à l'ANIP, qui sont des techniciens avérés et qui font un travail quotidien pour que finalement nous puissions avoir au Bénin des personnes identifiées, une liste électorale fiable qui, in fine, avec le calendrier qu'on a suivi, se transformer. On va extraire le fichier électoral pour mettre à la disposition des instances qui s'occupent de l'organisation des élections dans notre pays. Donc, l'Union Progressiste, le Renouveau, approché en ce moment-là, par le cadre de concertation de l'opposition, a déclaré clairement que nous ne voyons pas la pertinence et l'opportunité d'une telle opération. Et cela ne nous empêche pas d'observer les agissements des uns et des autres, de voir à distance ce qui se fait. Aujourd'hui, vous soulignez cette brouille qui s'élève de ce comité. Bien sûr.
Et je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que nous recevons ces bruits. Qu'ils vous souviennent qu'au moment où il s'agissait du recrutement des cadres techniques, nous avions eu aussi des bruits de bord, des contestations par rapport à la procédure de recrutement. Et aujourd'hui, maintenant, il s'agit des 4 experts internationaux. Et une fois encore, nous nous apercevons malheureusement que ce contrôle que l'opposition a envie de faire se déploie sous une ombre de confusion totale, de soupçons, et ce qui dénote de ce que ces acteurs de l'opposition, d'une partie de la société civile, ne se font pas confiance. Donc, certainement, dans un contexte où les acteurs principaux qui sont chargés de la sélection peu de temps avant des cadres techniques et aujourd'hui des experts, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'on ait un travail potable, en ce sens que l'atmosphère n'étant pas saine, l'atmosphère n'étant pas l'atmosphère qui permet au peuple béninois de voir que les opérations sont conduites avec des responsables qui sont soucieux de la transparence que nous recherchons tous et de la performance de notre système électoral que nous recherchons. D'accord ? On ne peut que se désoler, on ne peut que se dire que l'opposition et que tous ceux qui sont des détracteurs aujourd'hui pour que les choses avancent se prennent beaucoup plus au sérieux pour le bonheur du peuple béninois. Voilà, il faut qu'ils se prennent au sérieux. Juste, Defodji, vous avez suivi votre vis-à-vis sur ce plateau. Alors, avec votre regard d'analyste politique, qu'est-ce qui peut amener justement cette dissidence, sinon cette brouille au sein de ce comité? D'accord, je voudrais remercier mon vis-à-vis pour son point de vue et commencer déjà par dire que j'accorde le bénéfice de doute à tout le monde en termes de bonne foi. Je pars du principe que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, que ce soit les membres de ce comité chargé de l'audit du fichier électoral, qu'ils ont la bonne foi et qu'ils ont tous envie de faire les choses dans les normes pour pouvoir aller aux élections de façon paisible. Mais il faudrait déjà revenir sur le premier point de vue du parti UPR, donc exposé par monsieur tout à l'heure, et dit simplement que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est un adage de sagesse que nous connaissons tous, qui voudrait simplement dire, nous sommes d'accord que l'ANIP, c'est un organisme étatique, donc déjà, de façon normale, l'opposition étant là, met des doutes sur tout ce qui est fait par l'État. Donc ce sont des techniciens, on n'en doute pas, mais cela ne voudrait pas dire qu'il ne peut pas avoir des failles, qu'il ne peut pas avoir des erreurs, parce que ce sont des êtres humains qui sont amenés à manipuler ces fichiers, à manipuler ces données, et même si le chef de l'État n'intervient pas, un ministre n'intervient pas, eux-mêmes peuvent faillir. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire qui est un regard extérieur pour pouvoir analyser et s'assurer que les choses sont dans les normes, que les choses sont établies conformément aux normes, et en la matière, on pourra tout simplement et avec confiance aller aux élections. Parce que la liste électorale ne pose pas de problème qu'en Afrique ou qu'au Bénin. Même aux États-Unis, on a vu Trump qui a décrié les élections de son prédécesseur, Joe Biden, en estimant qu'il y a de fraude électorale. Donc si on met tout le monde d'accord, comme le président Talon l'a dit, ça évitera que nous ayons des effritements, que nous ayons des soulèvements ou des polémiques autour des élections et que le meilleur puisse gagner. Ceci étant, le décor étant planté, je voudrais également, tout en parlant toujours de bonne foi, espérer que tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas dans un but que demain, on puisse se soulever et utiliser ça comme un argument de campagne pour contester les élections. Parce que réellement, c'est là le problème. La mouvance a été invitée, les partis de la mouvance ont envoyé un représentant, au vu des informations que j'ai, ce qui n'a pas été fait. Et donc, on a les représentants de la société civile, on a un représentant du cadre de concertation des religieux, donc qui se retrouve membre de ce comité-là, et également les membres de l'opposition. Ce qui voudrait dire que demain,
il risque d'avoir une contestation du résultat de l'audit. Dans un premier temps, on parle d'une contestation du choix des cas techniques, où, selon les informations dénoncées ou publiées par M. Alopo, qui est un pasteur, donc je lui accorde la bonne foi et le bénéfice du doute également, parce qu'étant un religieux, il a des règles de morale, de dignité au minimum, et donc on peut faire confiance à ce qu'il dénonce ou à ce qu'il dit. Il commence par nous dire qu'il y a une shortlist également qui a été fournie de cadres, un curriculum vitae, sans les preuves des diplômes, des attestations et autres. Et c'est en fonction de cette liste que le choix a été, ou les choix ont été effectués. Puis, on choisit le meilleur cadre en termes de son diplôme, de ses informations. On estime qu'il est un peu âgé et pour cette raison, on le saute de la liste. Donc, ce n'est pas qu'il ne mérite pas et à aucun moment dans les règles établies pour le choix de ces techniciens, il y a les critères d'âge. Donc, de là à se poser la question, si la personne est qualifiée et a fait ses preuves, sur quel fondement on décide d'un seul coup de se baser sur son âge pour pouvoir le disqualifier. Donc, ça pose déjà un problème. Ça, c'est un premier pan. Il a contesté. Il a dit qu'il a envoyé une lettre sous ampliation au ministère de la Justice, au ministère des Finances, à la présidence de la République pour que des dispositions soient prises. Apparemment, les nominations ou les choix ont été confirmés et donc ils sont passés à l'étape suivante. Et à l'étape suivante encore, le problème qui se pose ici, c'est qu'il y a également une shortlist qui a été établie bien avant. Et cette information ne date pas d'aujourd'hui, parce que moi j'ai suivi une intervention du président Jean-Baptiste Elias, entre-temps il y a 4 mois environ, sur une chaîne consoeur à vous, qui disait qu'il y a des informations selon lesquelles il y a déjà une shortlist d'experts qui seront utilisés pour pouvoir vilipender la liste, et que cela est complètement faux. Mais quand on vérifie ce que M. Alocon dit, bien avant que les choses ne commencent, il y a déjà une liste établie et selon les informations, c'est pour pouvoir accélérer la procédure, permettre d'avoir déjà, on sait, il y a tel cadre et parmi eux, on fera le choix. Or, la procédure voudrait, selon le spécialiste de passation des marchés publics, qui est donc des plis, des dossiers envoyés sous pli, donc fermés. Personne d'autre n'a accès à ces informations à part lui. Il a dit qu'il a un mail personnel dont d'autres ne sont pas au courant jusqu'à l'ouverture des plis. Mais curieusement, les informations de la shortlist, les 4 personnes qui se retrouvent sur la shortlist de départ se retrouvent exactement être les personnes choisies à terme. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas matière à remettre en cause ce qui est en train d'être fait? Est-ce que c'est M. Alopo qui serait dissident et qui irait contre tout ce qui est proposé, ou simplement il y a une manipulation en arrière-plan dans le but d'aller dans un sens donné? Il est notable et honnête de se poser la question et il faudra que le président Jean-Baptiste Elias et les membres de la commission du choix de ces experts-là s'expriment ouvertement, nous démontrent qu'il n'y a jamais eu de shortlist, on nous explique pourquoi c'est exactement ce qui est sur la shortlist qui se retrouve au niveau de la liste définitive des experts choisis. Voilà, Augustin Sodinou, vous avez suivi l'analyste politique Juste Desfoyers sur cette question qui estime que oui, c'est bien possible que ce comité soit mis sur pied puisque nul la perfection n'étant pas de ce monde, il faut justement qu'il y ait des initiatives afin de voir mieux dans ce qui va se dérouler. Si nous savons bien évidemment que les élections générales qui pointent à l'horizon au Bénin est une première en République du Bénin. Mais la question à vous, quel est le potentiel et risque justement de l'impact potentiel justement de cette division sur ce processus par rapport à la qualité justement des résultats qui sont issus de... Vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. S'il y a une voix qui dénonce des malversations, je peux qualifier cela de malversation, parce que ça a l'air d'une affaire de corruption où c'est des jeux de copinage pour recruter des amis. À quelle fin? Est-ce toujours dans le dessein de peindre en noir tous les efforts que le gouvernement fait? Parce que
Vous savez, le chef de l'État, en accordant, en accédant à cette doléance de l'opposition, est dans la dynamique de bien faire les choses de telle enseigne que toutes les parties prenantes aux élections générales de 2026 soient au même niveau d'information afin que les résultats soient acceptés de tous. Donc c'est dans l'intention de recherche de la paix, de la crédibilité des scrutins. Mais que ces acteurs n'oublient pas qu'ils sont en train d'utiliser les fonds publics. Les sueurs des Béninoises et des Béninois. Le fruit de nos labeurs. Et lorsque, de ce que nous entendons, Oui. il y a la connotation de vouloir faire des choses dans des objectifs inavoués ou des intérêts égoïstes qui, visiblement, ne prennent plus en compte la préoccupation des Béninois. Parce que la préoccupation des Béninois, c'est que, in fine, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de bruit et que la paix ne soit pas menacée chez nous. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est comme si on n'a pas pris tel ou on devrait prendre tel, alors que le Bénin est un et indivisible. Nous avons besoin des expertises internationales pour qu'on puisse, des gens qui ont vraiment de l'expérience en la matière, puissent voir ce qui se fait au niveau de la NIP pour éviter les doublons, quelques erreurs qui peuvent se retrouver là-dessus. Mais c'est oublier en réalité la qualité de la gouvernance que nous avons. Lorsque mon ami, l'analyste politique, dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, ben, c'est partagé de tous. Qu'on ne peut pas interdire à ce que ce qui se fait dans le domaine public, avec les fonds publics, que des gens qui le désirent ou qui ont des intérêts motivés aillent vers un contrôle, une vérification. Mais lorsque, pour faire ce contrôle, le premier Béninois, le chef de l'État, leur donne le feu vert en disant l'État même mettra à votre disposition des moyens pour pouvoir le faire, je crois qu'il est de bon ton de se prendre au sérieux, comme j'avais dit à la fin de ma première prise de parole, et de ne pas agir dans des intérêts que je crains, de ne pas agir pour toujours faire de la politique là où la technicité doit primer, pour toujours faire de l'amalgame là où il n'y en a pas. Nous avons mieux à faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons estimé que ce n'est ni opportun, ce n'est ni pertinent, car le temps viendra où même le peuple même sera appelé à l'audit. Dans nos quartiers, les partis politiques aujourd'hui devraient travailler à ce que les militants soient prêts pour que dès que les listes sont affichées dans vos quartiers, non seulement le militant va voir, mais va voir aussi pour d'autres. Non seulement il va voir, il va vérifier que son nom est effectivement sur la liste, oui, mais il vérifie aussi pour les autres. Les autres, et son entourage, au cas où il y a des erreurs, au moment, à cette phase-là, on corrige. Il y a des morts, et tu sais, on corrige, on retire. Donc, la veille citoyenne, c'est l'un des rôles des partis politiques, de préparer leurs militants à ce que cet audit soit fait par les citoyens nous-mêmes. Mais on a décidé, et je pense que le chef de l'État l'a fait dans la dynamique d'apaiser le climat politique dans le pays. Au lieu de penser à un fameux dialogue, il vaut mieux poser des actes concrets qui permettent à tout un chacun d'être au même niveau d'information. Donc, le chef de l'État a autorisé, ils ont les fonds publics à leur disposition, vivement qu'ils retrouvent la sagesse et qu'ils conduisent les opérations de la façon la plus correcte pour vraiment nous faire rêver qu'une fois l'opposition que nous avons en face a pu faire quelque chose de potable. Vous voyez,
pour qu'une fois au moins. Vous l'avez dit que vous n'avez... Jusque-là, nous n'avons malheureusement vu qu'une opposition représentée à l'Assemblée nationale qui boycotte le vote du budget, mais qui assiste à l'inauguration des infrastructures réalisées par ce pouvoir que le législateur donne au président Patrice Talon. Et vivent les transformations que nous voyons. Ils sont très heureux, mais ils savent dans leur âme et conscience qu'ils font de la politique politicienne en ne donnant pas les moyens par leur boycott des votes de budget, par leur boycott des votes de l'action parlementaire même. Vous voyez, et c'est investi. La belle preuve, j'ai entendu dans votre introduction qu'on devrait avoir un frère de l'opposition. Oui. Mais de ces débats-là, ils ne trouvent pas matière à dire. Ce qui peut faire avancer, on ne trouve pas matière à dire. Mais si c'est les amalgames, si c'est les polémiques, oui. De toute façon, le peuple béninois n'est pas dupe. Ils observent et le peuple béninois sait réellement qui est de son côté, qui a envie de travailler pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois et qui est là pour juste amuser la galerie. J'ai noté dans l'intervention de mon Juste ami, des Fodji, oui. qu'il y ait un représentant de la mouvance au niveau du comité de pilotage je ne pense pas. Sauf si vous me donnez le nom du représentant de la mouvance. Il était dit, voilà, c'était souhaité à ce qu'il est représentant de la mouvance, ce qui n'est pas le cas. C'est ça que vous avez dit. Voilà. Parce que ça n'a pas de sens que nous soyons aux côtés du gouvernement et que nous participons à tout ce qui est mis en place où nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire, d'accord, les exigences de l'heure et nous-mêmes aussi se dire ce que nous avons contribué à établir, ce que nous veignons à ce que ça soit bien fait et au profit du peuple béninois, sans distinction de bord politique et tout, que nous-mêmes, on se met encore à dire ce que nous savons très bien que c'est bien fait. Est-ce que la présence d'un membre de la mouvance au sein de ce comité n'éviterait peut-être pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Lorsque vous avez... plutôt c'est la présence d'un membre de représentant la mouvance que les gens allaient même utiliser pour ne pas avancer, pour freiner les choses et pour dire que c'est cette voie qui ne tonne pas de la même façon que l'opposition, que c'est ça qui les empêche d'avancer. Donc heureusement, ça veut dire la mouvance a vu juste et travaille sur le terrain pour que les populations qui font cette marche de plus d'une trentaine d'années de démocratie, c'est pas la première fois on veut voter au Bénin, et les Béninois sont aguerris, donc les partis politiques n'ont qu'à jouer leur rôle afin que les citoyens eux-mêmes fassent le toilettage qui est une forme d'audit, évidemment, de façon plus pratique, d'accord, par rapport à la liste électorale, pour nous conduire sainement vers les élections générales de 2026. Alors, juste des Fodji, vous avez suivi Augustin Nsodjinou. Cette proposition, à son annonce, le chef de l'État ne s'y est pas opposé. Il s'est même engagé à y mettre justement de moyens afin que l'objectif que vise l'opposition soit véritablement atteint. Mais aujourd'hui, voilà ce à quoi l'on assiste. Quelles seraient donc les influences, si on l'influence, quelle influence, j'allais dire tout simplement, cela pourrait avoir justement sur la crédibilité de cet audit? D'accord, je vous remercie. Je voudrais rapidement rebondir sur la fin de l'intervention pour pouvoir dire que moi je pense, contrairement à la mouvance, que ce sera un avantage qu'il y ait un membre ou un représentant de la mouvance dans ce comité-là. Pour la simple raison que jusqu'à présent, M. Alopo est le seul à dénoncer. Donc, on part du principe, je suis toujours dans la présomption, qu'éventuellement les autres s'entendent très bien sur ces questions-là. Et donc, il va manquer de crédibilité. Moi, j'ai essayé de lire quelques conversations, des avis des internautes sur ces interventions, et on a tendance à croire qu'il est
un coutumier des faits, qui n'est jamais d'accord avec rien, qu'il dénonce. Le spécialiste des marchés publics est allé jusqu'à dire qu'il voulait être membre de la commission et que ses qualifications n'étant pas valables, c'est pour cela qu'il aurait remis en cause tout ce qui est dit. Or, s'il y avait une deuxième voix, une troisième voix, qui avait constaté la même chose que lui, qu'il avait dénoncé, cela apporterait plus de crédibilité. Parce que jusqu'à présent, il est le seul à pouvoir oser dire ce qui ne va pas. Et on n'a pas encore des preuves, et c'est pourquoi je lui accorde ce bénéfice du doute-là. On n'a pas encore le président Jean-Baptiste Elias qui est monté au créneau pour dire on n'a jamais eu de shortlist, on n'a jamais disqualifié quelqu'un pour son âge, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais fait ça. Donc jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, on fait foi aux informations qu'il nous communique. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, je pense que ça irait mieux, donc ce serait plus crédible à entendre. Et je dis que c'est une occasion également pour l'opposition de montrer sa bonne foi et de pouvoir anticiper sur ce que cet audit peut donner demain. Parce que s'il ne montre pas assez tôt au créneau pour nous démontrer ce qu'il en est en réalité, ce qui est vrai, ce qui est faux, pourquoi tel choix et tel choix ont été effectués à la dernière minute, contrairement aux principes établis, aux règles établies, demain, on pourra, que ce soit l'opposition ou la mouvance, pourra rejeter cet audit. Parce qu'on dira que l'ensemble de la procédure est émaillé de corruption, d'erreurs, et donc on ne peut pas faire foi à ce résultat-là. Et c'est ce qui m'étonne que jusqu'à présent, le président de ce comité n'ait pas pris la parole pour pouvoir clarifier et apporter des informations. Parce que c'est gravissime. Ce que M. Alokpo dit, il cite des noms, jusqu'à citer des membres du Parti Les Démocrates, qui sont membres de la commission, qui au départ avait également sauté le monsieur qualifié à cause de son âge. Oui. Par la suite, on retrouve une liste que lui, en tant que membre de l'opposition, et le président Elias ont établi ensemble. Ce sont ces experts-là qui seront choisis. Pire, on a dit dans les principes du choix des experts qu'il faut que l'appel d'offres ou l'appel à candidature puisse durer 30 jours. À la dernière minute, ils l'ont raccourci à 10 jours. Donc, qu'est-ce qui peut justifier ça? Est-ce que ça donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir postuler? Est-ce que si on avait donné les 30 jours, on n'aurait pas eu plus d'experts internationaux qui seront meilleurs ou plus qualifiés que ceux qui ont été choisis? Ce sont des questions qu'on peut légitimement se poser, au fait. Et il faudrait obligatoirement, avant que les résultats n'interviennent, qu'on vienne nous démentir ou nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Nous apporter des preuves. Sinon, moi, en tant que citoyen lambda ou en tant qu'analyste, je ne peux pas tout simplement dire que M. Alokpo est de mauvais augure et qu'il est simplement en train d'intervenir dans le but d'aller dans tel ou tel sens. Parce que les éléments qu'il apporte, ce sont des éléments probants, ce sont des preuves et il le dit devant la face du monde, il appelle des noms, donc il ne se cache pas, il ne dit pas « on », mais il précise. Il envoie des lettres pour pouvoir dénoncer cette situation-là et rien n'est fait. Et les implications de cela, au-delà de la crédibilité de l'audit qui est remise en cause, c'est également ce que les gens pourront faire de cet audit-là. Cela, il va de la crédibilité de l'opposition parce que demain, quand cette opposition-là viendra nous dire que la liste n'est pas bonne, que la liste n'est pas à jour et qu'il faudra tout refaire ou qu'il ne faudra pas aller aux élections avec, qui les croiront? J'ai écouté le vice-président des démocrates, M. Eric Rondeté, récemment, où il intervenait, il disait que en 2023, qu'ils n'ont pas pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale, tout simplement parce que lorsque leurs militants sont allés voter, ils avaient leur nom affiché au tableau, mais quand ils vont au niveau de la liste électorale, donc des votants, qu'on ne retrouve pas leur nom. Et selon ses dires, c'est parce que la mouvance aurait distribué des cartes de ses électeurs des démocrates à d'autres personnes qui sont venues voter à leur place. À croire qu'aujourd'hui, désormais, on sait qui est démocrate et qui est mouvancier, et qu'on a une liste exhaustive qui permet à la mouvance de le faire. Mais dans tous les cas, c'est un argument qu'il a utilisé. D'accord? Et peut-être qu'il y a des gens qui croient, qu'il y a des naïfs ou des sachants qui croient.
Et donc, pour que les mêmes arguments ne soient pas développés en 2026, pour dire si on ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait de la clarté au niveau des données, au niveau de la procédure et des choix, et qu'ensemble nous puissions aller aux élections et que le meilleur puisse prendre la relève de l'évolution du Bénin. Voilà, Augustin Sodino, sur cette question, vous avez quelque chose peut-être à compléter parlant justement de l'influence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pourrait avoir l'impact oui, sur la crédibilité, la transparence des résultats de cet audit? Non, mais je précise, je signe Oui. que la mouvance a vu juste de ne pas se mettre dans ce tambour-griot et de tout ce que nous voyons. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ont voulu mettre peut-être à l'épreuve le système en place. Et Dieu merci, nous avons un président très éclairé, dont le leadership ne souffre plus d'aucune ambiguïté, qui a cédé à cette demande. Ça n'a pas suffi, qui a mis les moyens à leur disposition. Donc en principe, la procédure de sélection des cadres techniques, des experts, devrait être dans un climat de sérénité, nul autre pareil. Lorsque nous entendons ces cris, c'est qu'il faut savoir que les choses ne se passent pas comme cela devrait être. Voilà. On ne peut pas se tromper là-dessus. Et comme ça, nous devons craindre pour les résultats de cet audit. Ce qui est sûr, la technicité s'imposera à la politique. Car il s'agit là de l'enregistrement qui concerne des Béninoises et des Béninois. Et il serait difficile de se sentir pas prêt pour des joutes électorales et de vouloir jouer sur d'autres pistes et de vouloir parler de la liste électorale. Le Bénin a changé de cap. Les choses désormais se font de façon à ce que ça soit le plus irréprochable possible. Nous travaillons au Bénin désormais pour toucher la performance, pour être excellent dans tous les domaines. Que les gens qui pensent qu'ils peuvent arriérer le Bénin soient reconvertis au plus tôt. Sinon, ce serait trop tard. Mesdames et messieurs, vous les avez donc suivis sur ce premier sujet, sur le plateau de Duel ce dimanche 6 juillet 2025. Le Bénin se distingue une fois de plus sur la scène internationale. Ah oui, selon le Sustainable Development Report 2025, le Bénin, enregistre la plus forte progression mondiale sur l'indice des objectifs de développement durable ODD, naturellement, avec une performance remarquable de plus 14,5 points. Ah oui, la question que l'on se pose en premier, c'est de savoir quels sont les facteurs clés justement qui ont contribué à cette augmentation justement, parlant bien évidemment des objectifs de développement durable et de ODD. Augustin Sodino. Vous savez, lorsque vous travaillez dur, vous attendez au résultat du travail que vous abattez au quotidien. Depuis 2016, le Bénin a opéré des réformes courageuses qui, entre-temps, ont même donné l'impression d'une certaine impopularité du président de la République. Parce que, étant celui qui est devant ces réformes structurelles où le Bénin a changé le cap pour construire des bases devant nous permettre d'atteindre les 17 objectifs contenus dans l'ODD, dont le tout premier, c'est d'éradiquer la pauvreté. Oui. Et ces réformes, ayant bousculé les intérêts des uns et des autres, ont été décriées. Mais puisqu'il y avait de la rationalité, de la raison dans ce qui se faisait de façon objective, plusieurs langues qui, jadis, décriaient ces réformes, aujourd'hui,
jouissent aussi déjà des retombées, alors que nous ne sommes même pas encore au niveau des résultats que nous espérons, car notre souhait est que le Bénin soit transformé et que les Béninois trouvent de l'emploi et que les Béninois puissent se soigner, que les Béninois puissent réellement se sentir égaux, qu'il n'y ait pas de favoritisme et que la compétence soit reconnue. C'est le rêve, c'est des objectifs à atteindre. Et le Bénin, dans cette logique, oui, où on a assaini les dépenses publiques et que tous les jours, le Bénin avance. Nous avons désormais un déficit budgétaire par rapport au PIB de 3%. C'est à saluer. Et nous avons une croissance, eu une croissance économique de 7,5 pour 2024. Et les institutions régionales et internationales observent ce qui se passe au Bénin, sur le plan économique. Et naturellement, ces institutions, dans leurs évaluations, notent le Bénin, et c'est au grand bonheur du peuple béninois que nous aussi, nous notons cette avancée où le Bénin est classé en tête, en très bonne position, et que cela découle des efforts de tous les Béninois, et notamment de l'exécutif, qui met en place une politique économique, qui met en place des orientations stratégiques pour permettre à ce que la productivité soit au profit d'abord des demandes nationaux et que l'excédent soit maintenant envoyé pour l'étranger, et aussi permettre à ce que nous puissions avoir plus de recettes internes dans cet environnement mondial où aujourd'hui chaque pays définit ses priorités, chaque pays étant souverain définit et oriente sa politique économique, que nous soyons affectés d'une décision d'une autre nation, mais que nous puissions, de la richesse que nous créons à l'interne, tirer les ressources nécessaires pour maintenir le niveau, pour respecter nos engagements, pour respecter la signature du Bénin, qui est aujourd'hui respectée beaucoup plus qu'avant. Augustin Sodino, merci pour cette première prise de parole sur ce deuxième sujet, sur ce plateau. Aujourd'hui, ce score dépasse largement les moyennes africaines et mondiales, devançant même les pays voisins dont nous n'allons pas citer les noms justement sur ce plateau juste d'Efodi. Alors dites-nous, selon vous, avec votre regard d'analyste politique, les facteurs clés justement qui, auraient contribué à cette avancée, qui positionne le Bénin aujourd'hui en pôle position en matière de cette lutte véritablement. Je vous remercie. Je voudrais être fier d'être béninois une fois de plus. Il y a des questions, quand ça arrive, je dis qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on doit quand même, à un moment donné, mettre nos différends de côté et se regarder dans le miroir, dans la glace et dire, oui, nous pouvons être fiers. Certes, on n'a pas atteint encore les objectifs, il nous reste encore du chemin, mais ce qui est fait est remarquable et on peut dire félicitations. Cela ne diminue rien à notre personnalité ou à notre opinion qui peut être contradictoire à l'opinion de celui ou de celle en face. Et c'est pour cela que je voudrais être fier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat-là, parce que vous parlez d'un premier au plan mondial et qui dépasse tout le monde de loin. Ce résultat n'a jamais été atteint depuis 2015. Donc non seulement c'est inédit, la moyenne africaine tourne autour du 6, de 6, et donc on est même en multipliant fois 2, nous sommes toujours en avance, et ça c'est un travail abattu depuis 2016 à aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà le minimum à reconnaître. Il y a des félicitations aux acteurs qui ont participé à cela, en les encourageant à continuer sur la même lancée. Mais en parlant de levier, j'entends souvent dire les opposants, et ça me fait sourire, que ces résultats sont achetés, que c'est
ces critères ou les résultats obtenus, les nominations et ou les classements, voilà, qui ont concouru justement au exactement sont biaisés et que le résultat n'est pas visible. J'ai tendance à croire, selon leur dire, qu'il n'y a que de construction d'infrastructures qui fait également partie des ODD parce que la libre circulation des biens également et des personnes pour pouvoir favoriser l'économie. Donc au-delà de ça, voyons quelques facteurs. On a parlé tout à l'heure de pauvreté. Ce que ce gouvernement a fait, commençons déjà par parler des cantines scolaires. 80% de couverture nationale. On a tendance à banaliser ça, mais moi j'ai fait de petits villages et je sais combien de fois ça peut être difficile pour un enfant d'aller à l'école avec 25 francs, avec 50 francs pour aller manger. Toute la journée, au fait. Toute la semaine, peut-être on lui donne 100 francs, il doit se débrouiller avec. Aujourd'hui, il a l'assurance que de lundi au vendredi, il peut pouvoir manger à sa faim. Et pas des nourritures bâclées où une bonne dame sans hygiène, veuillez m'excuser, cuisine, mais il y a un suivi, il y a un contrôle pour pouvoir savoir qu'il y a de la qualité et qu'ils peuvent manger. C'est une lutte contre la pauvreté. Vous voyez par exemple l'assurance maladie, j'ai entendu des gens dire les hôpitaux qui sont construits ou autres, c'est uniquement pour les riches. Mais il y a un système qui est mis en place avec la carte Arche qui vous permet aujourd'hui, si vous faites partie, de pouvoir avoir accès à ces soins-là à moindre coût, au fait. C'est également ça. Et en parlant du secteur de la santé, je ne suis pas un spécialiste, mais au-delà du chic dont j'aimerais parler toute la journée si vous voulez, parce que c'est également un élément de fierté. Mais voyez combien de fois au niveau du CNHU, il y a eu d'évolution. L'hôpital des armées a été associé au CNHU pour pouvoir l'agrandir, pour pouvoir voir plus de personnel qualifié. Il y a eu des appareils IRM et autres qui ont été achetés. Et au niveau des départements également, il y a eu construction d'hôpital régional au niveau ou départemental, si vous voulez, au niveau de Savert. Il y en a eu à Tchaourou, un peu partout. Au fait, le système sanitaire aujourd'hui est révolutionné. Il y a eu des achats d'équipements et de formation et il y a encore la création d'une école qui voudrait davantage former des spécialistes pour pouvoir le faire. Dans le domaine de l'éducation, là on parle toujours des objectifs de développement durable. Vous voyez tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, déjà les examens, tout est programmé, les programmes sont terminés, c'est vérifié au jour. Les enseignants ont des bases de données, ils doivent vérifier à quel niveau je suis en retard dans le programme. Or avant, si vous avez 5 situations d'apprentissage et que vous êtes dans une classe intermédiaire, on a tendance à en faire 2 ou à en faire 3 et on laisse les autres dans l'oubli parce qu'on se dit ils vont pas à l'examen. C'est seulement dans les classes d'examen que les gens sont tenus de terminer les situations d'apprentissage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un enseignant et ne pas le faire. On va vous remplacer, vous serez sanctionné immédiatement. Les élèves également, la procédure est suivie. Il doit être admis conformément. Il ne peut pas sauter de classe ou échouer au public, se retrouver dans une école privée où on lui donne assez, il continue la classe supérieure. Ce sont des avancées notables que les gens ne constatent pas forcément. Vous voyez par exemple les monnaies électroniques, on a tendance à banaliser ça aujourd'hui. Mais la manière dont ça facilite la vie aux Béninois aujourd'hui, quel que soit où vous vous retrouvez, vous n'avez pas besoin d'avoir de liquidité sur vous. Vous pouvez tout simplement, avec votre téléphone et votre carte SIM, effectuer des commandes, les recevoir. Ça permet non seulement une sécurité économique, financière, donc ça évite les blanchiments de capitaux, parce qu'il y a une certaine traçabilité. L'administration, vous voulez vos pièces aujourd'hui, vous êtes dans votre chambre. Vous avez vos pièces tout simplement en faisant une commande en ligne. Donc ce sont des avancées, entre autres, des réformes notables, des réformes bien pensées qui aujourd'hui montrent leurs fruits, donnent des résultats qui font que nous sommes enviés dans la sous-région au plan continental et même au plan international et nous ne pouvons qu'être fiers et féliciter le gouvernement et les acteurs de cette évolution. Voilà, alors pour juste des fois dire, voilà donc les quelques facteurs justement qui ont permis au Bénin de travailler pour l'atteinte de cet objectif de développement durable, ce qui le classe aujourd'hui en pôle position, je le disais tout à l'heure. Augustin Soudinou, vous avez suivi
nous rappelons aux téléspectateurs que notre souhait est d'avoir une voix discordante sur ce plateau afin d'analyser de fond en comble justement ces différents aspects de la question. Mais malheureusement, nous allons poursuivre cette émission. Alors, le niveau aujourd'hui est atteint. Vous êtes tous de fiers sur ce plateau, tout simplement. Alors, comment faut-il travailler justement, maintenir cette dynamique, notamment face aux défis persistants tels que la pauvreté, l'inégalité, le changement climatique et bien d'autres? Pardonnez-moi si je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que vous pensiez que s'il y avait un opposant sur le plateau, ici, que l'évidence sera reniée, ben, ça ridiculiserait celui qui serait porteur. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ce genre de sujet, c'est peut-être à cause de ce genre de débat que, exprès, l'opposition a choisi de ne pas être sur ce plateau. Car je crois savoir que vous avez envoyé les thèmes. Bien sûr. Donc, c'est comme d'habitude d'ailleurs. Les résultats sont tellement éclatants, sont tellement évidents que je pense que l'opposition ne trouverait rien à dire, à part applaudir le président Patrice Talon. Selon vous? Vous savez, il y a un fait que je trouve important, qui peut être ordinaire, mais qu'on n'avait jamais vécu au Bénin. D'accord. Nous sommes en 2025. Oui. Les élections sont programmées pour janvier 2026. Oui. Pourtant, l'administration béninoise est encore en marche à 100%. Pourtant, le pays marche et travaille. Comme le dit le chef de l'État, nous sommes dans un pays où tout est à refaire. Nous sommes pressés parce que nous avons envie d'arriver à un point. Pourtant, il y a de ceux-là qui pensent que on devrait déjà se lancer dans des déclarations de candidature, dans la campagne. Les suscitations de candidature. Les suscitations. Les messes d'action de grâce. Les messes d'action de grâce, les distractions, des pertes de temps. Imaginez qu'on ait déjà connaissance d'un candidat aux élections présidentielles, d'un candidat sérieux. C'est parce que nous voyons sur les réseaux sociaux là qu'on entend. Que tous les instituteurs qui se sont attelés à leur tâche pour conduire nos enfants au CEPE, pour les enseignants, pour le BPC, le bac et tout ça, n'auraient pas déjà formé des groupes, aller s'asseoir chez ce candidat-là pour dire nous sommes là pour ceci. Regardez, tout le pays est en chantier et les gens travaillent. Mes chers amis, plus on travaille, plus on a les résultats. Alors, ce satisfecit qui est décerné au Bénin aujourd'hui n'est pas du hasard. C'est le fruit du travail du peuple béninois et surtout de la qualité des gouvernants que nous avons aujourd'hui. C'est à saluer. Augustin Soudinou, quelle expérience justement, quel enseignement, j'allais dire tout simplement, les autres pays en voie de développement peuvent tirer justement de l'expérience du Bénin dans l'atteinte des objectifs de développement durable? C'est d'abord la qualité, le leadership, l'engagement de ceux qu'ils choisissent au plus haut sommet de l'appareil étatique. La qualité des acteurs politiques. Et nous aussi, pas loin de ceux que vous m'invitez à conseiller, devons faire attention pour ne pas retourner encore en arrière. Les vendeurs d'illusions, des gens qui seront là à discourir du matin jusqu'au soir, sont encore en train de faire les pavés, de faire des maisons, dans des discours creux. Nous avons du concret en face. Nous avons du palpable. Nous sommes enviés. Nous sommes enviés. Et lorsque, je m'excuse de donner un exemple personnel, mais ça peut toujours édifier. Allez-y très rapidement. J'ai mon jeune frère qui est rentré en vacances de la France, où il dit, le Bénin est respecté et ça fait leur fierté.
À l'extérieur. Au moment où il était ici, il avait beaucoup d'amis qui ont des voix un peu discordantes. Et il était un peu entraîné. Mais quand il est revenu maintenant, si vous parlez mal de Patrice Talon à côté de lui, il risque de te maudire. Tout simplement. Parce que les retombées des efforts, les résultats de nos réformes ont fait que nous sommes pris au sérieux à l'étranger. Encourageons cela. Faisons attention. Il ne faut pas que les gens viennent nous vendre du vent. Tout simplement. Alors juste, Delfodji, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui, comment pensez-vous que la communauté internationale peut-elle soutenir le Bénin, les efforts du Bénin pour maintenir cet élan? Vous, rapidement, avant de passer rapidement à vos mots de conclusion, 30 secondes, c'est d'accord. Merci. Permettez-moi, la fierté est exprimée, de revenir sur quelques points concernant la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Augustin. Je voudrais tout simplement dire, il y a énormément de choses qui sont faites, mais ça nous reste encore à faire. Je ne dirais pas que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut évoquer par exemple la situation de l'eau. Je ne voudrais pas revenir sur l'actualité concernant Parakou, mais c'est une troisième ville à statut particulier du Bénin, et donc il faudrait prendre les dispositions nécessaires en matière d'eau pour que ça soit plus 80% de couverture, mais que ça soit 100%. Et ce sont des défis qui doivent être relevés d'ici 2030. Au niveau de l'électricité, on doit produire davantage parce que là, il y a une industrialisation en cours et donc ils ont besoin d'énergie. Nous avons besoin d'énergie également pour pouvoir diminuer les coûts et y avoir accès facilement. Il faut redoubler davantage d'efforts. Par exemple, je prends le domaine de l'éducation. J'espère vivement qu'en 2026, les lycées, la construction des lycées et autres pourra être entamée et que les aspirants qui espèrent depuis un moment d'être reversés en tant qu'agents de l'État pourront l'être et qui pourront bénéficier de cela parce que tout cela rentre dans les objectifs de développement durable. Et je fais confiance au gouvernement en place, je fais confiance à celui qui va prendre le relais. Le peuple béninois est assez mature pour pouvoir faire le bon choix et qui pourra continuer sur cette lancée. Sur le plan international, j'ai deux choses à dire. Je voudrais simplement dire que le Bénin a le devoir de continuer sur la même lancée, de rester premier. Ce n'est pas être premier une fois et que lors du prochain classement, on se retrouve 20e ou 30e. Ce ne serait pas honorant et donc on doit faire le nécessaire et en retour à la communauté internationale de nous accompagner par rapport au financement, par rapport au crédit dont le Bénin a besoin, un peu comme les eurobonds de 2021 par rapport aux ODD, qu'on puisse en avoir davantage pour continuer à investir dans le pays, pour son rayonnement, pour son développement économique et social, et que nous puissions tous en bénéficier, et que nous puissions être fiers, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, ou qu'on soit simplement de la société civile. Pour conclure, vous avez un mot? Je dirais tout simplement que nous sommes tous béninois, quels que soient nos différents et autres, devons réfléchir par deux fois avant d'agir, que nous ne devons rien faire pour pouvoir envenimer une situation donnée, créer une crise politique et que dans le choix de ceux qui sont appelés à nous diriger, devons réfléchir par deux fois pour pouvoir continuer sur le plan du développement. Ceux qui sont en place doivent se remettre en cause sur les points où ils ont failli pour travailler davantage à pouvoir améliorer ce qui est fait. Juste fois dire merci à vous. Augustin Sodino, 30 secondes rapidement pour conclure cette émission. Je voudrais lancer un appel au peuple béninois à ne pas baisser les bras, à continuer à s'investir dans la production des richesses que naturellement les gouvernants vont s'occuper de la redistribution où l'État va protéger les plus démunis pour que nous soyons dans un environnement d'équité sociale et que réellement nous puissions continuer à faire confiance à nos gouvernants. Merci à vous, Augustin Sodino. Mesdames et messieurs, nous fermons ainsi les portes et fenêtres de ce plateau consacré au duel. Ce jour, une fois encore, nous vous disons oui, toutes nos excuses, puisque oui, vous n'avez pas eu droit à un débat aussi contradictoire sur les différents sujets abordés sur ce plateau. Nous allons donc nous évertuer, puisque nous n'avons pas la prétention d'avoir répondu convenablement aux critères justement de ce plateau de votre émission dimanche. C'est politique. Rappelons tout simplement que l'ensemble de nos productions sont à retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www
Benin, etélé.com, notre page YouTube, etélé Bénin, notre page Facebook, etélé en direct, notre compte X, etélé en live, notre application iOS et Android téléchargeable gratuitement, etélé, tout simplement etélé. Avec vous, pour vous, Augustin Soguinou du parti Union Progressiste, le renouveau, juste des fodis de certains analystes politiques sur ce plateau aujourd'hui, puisque nous n'avons pas malheureusement eu un opposant sur ce plateau aujourd'hui. Nous allons laisser le plateau, la conduite justement Angel Toboula pour la suite de cette émission Dimanche c'est politique. Restez toujours en votre position d'écoute car Dimanche c'est politique se poursuit.